Je me présente, je suis Dr Valérie Chauffe et je suis nouvelle professeure adjointe ici dans le tout nouveau programme bilingue en biologie à Glendon. Alors j'ai été formée en biologie avec un bac à l'université Queen's et ensuite j'ai fait une maîtrise et un doctorat en anthropologie biologique à l'université Tulane en Nouvelle-Orléans. Plus récemment, je viens de terminer un postdoctorat à l'université McGill à Montréal. Alors, je suis une éthologue qui s'intéresse au comportement chez les primates. En particulier, comment est-ce que les individus parviennent à trouver un équilibre entre le besoin d'être en compétition les uns avec les autres, mais aussi avec le besoin de coopérer les uns avec les autres. J'ai eu la chance récemment de présenter ma recherche sur les capucins à visage blanc, qui est une espèce de primate qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Au sein du même groupe, les mâles sont très tolérants les uns des autres et il y a peu d'agression entre les mâles du même groupe. Même à ça, on voit qu'il y a quand même un mâle qui est le plus dominant du groupe, le mâle alpha, même s'il y a peu d'agression. De plus, tous les mâles du groupe, alpha et mâles subordonnés, s'accouplent avec les femelles du groupe. Mais quand on regarde la génétique, on remarque que le mâle alpha est le père de près de 100% des enfants du groupe. Alors, même si tous les mâles s'accouplent, comment est-ce possible qu'un seul mâle, le mâle alpha, soit le père de la grande majorité des enfants? C'est possible que les mâles alpha s'accouplent avec les femelles en ovulation, donc lorsqu'elles peuvent concevoir, et que les mâles subordonnés essaient de tirer le meilleur d'une mauvaise situation en s'accouplant avec les femelles hors de la période d'ovulation. Donc, le premier défi est d'identifier la période d'ovulation parce que, comme chez les femelles humaines, les femelles capucins ont une ovulation cachée. C'est-à-dire, il n'y a pas de signes externes ou comportementaux qui sont très clairs, qui indiquent l'ovulation. Donc, pour examiner cette hypothèse, la première chose à voir, c'est est-ce que les mâles peuvent en effet identifier l'ovulation chez les femelles? Alors, une façon d'identifier cette période est d'examiner les échantillons fécaux chez les femelles, donc les selles, pour regarder les hormones. En particulier l'estrogène et la progestérone, qui varient avec l'état reproducteur de la femelle. Ensuite, j'ai besoin de savoir est-ce que les mâles peuvent, eux, identifier ces périodes. Alors, une façon de faire ça, c'est d'examiner aussi des échantillons fécaux chez les mâles et d'examiner une hormone, la testostérone, qui est reliée à l'effort reproductif chez les mâles et à la production des spermatozoïdes. Et en fait, lorsqu'on identifie le changement d'état reproducteur chez les femelles et qu'on regarde les niveaux d'hormones des mâles, on remarque que, en effet, les mâles ont une hausse de testostérone en présence de femelles qui sont fertiles, qui sont en ovulation. Et ce, chez tous les mâles, pas juste chez les mâles alpha. Donc, tous les mâles sont capables de percevoir l'état d'ovulation chez les femelles. Par contre, le mâle alpha a, à la base, un niveau de testostérone plus élevé que les mâles subordonnés. Ce qui suggère qu'il investit plus d'efforts dans la reproduction, même si cet effort n'est pas nécessairement sous forme d'agression. Pourquoi est-ce que tous les mâles ne deviennent pas alpha? En réalité, il semble que certains mâles sont destinés à demeurer des mâles subordonnés tout le long de leur vie. Cette observation suggère qu'il y a peut-être des coûts associés avec la dominance sociale. Et une façon d'évaluer cette hypothèse est d'examiner encore d'autres échantillons fécaux pour une hormone, la cortisol, qui est reliée au stress. On remarque que chez les mâles alpha, le niveau de cortisol est plus élevé que chez les mâles subordonnés, ce qui indique un coût potentiel de la dominance sociale.